Alors bon, on va parler des troubles de l'alimentation. J'espère que tout le monde vient ayant eu une bonne soupée, de manger sans culpabilité, et par la fin du soirée, vous allez être prêts pour retourner chez vous pour votre collation, sachant qu'on ne devrait pas manquer de manger à l'heure. J'ai entendu aussi le silence au moment où Dr. Ishkandar a montré cette diapo de cette fameuse photo de cette femme italienne qui souffre de l'anorexie nerveuse. Et peut-être ça souligne d'une façon beaucoup plus éloquente que je peux faire comment les troubles de l'alimentation nous atteignent. Elle parle de quelque chose de tellement fondamental et elle nous rejoint tellement fort que ça crée une puissance très incroyable. Et c'est aussi une puissance qui atteint les gens qui sont atteints, les gens autour qui sont vraiment proches, les thérapeutes, etc. Alors, on va essayer ensemble ce soir au moins de comprendre c'est quoi ça, les troubles de l'alimentation. Alors, j'essaie aussi ce soir d'éclater quelques mythes, parce qu'il y a beaucoup qui circulent autour des troubles de l'alimentation. Quand j'ai commencé dans cette vie, j'ai un peu honte d'avouer quand c'était en 1986. Nous croyions que c'était la famille. On pointait les doigts envers les mères qui étaient surportraités sur nous croyons, ou les pères absents. On mettait beaucoup d'accent sur le rôle de la famille. Sûrement, la famille a quelque chose à faire, peut-être, à transmettre les préoccupations, le poids, mais on ne peut pas juste penser en termes de l'influence familiale. Henny a parlé beaucoup de cette influence socio-culturelle. Nous habitons dans une société qui a une manie pour la minceur, et le contrôle du poids, et le contrôle des tailles, les proportions corporelles, au point que, spécialement si vous êtes femme, c'est pas mal difficile de ne pas se sentir mal dans cette culture. Alors, il faut balancer. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la société? Et ces jours-ci, vous savez, c'est très populaire. Vous avez déjà entendu parler dans vos autres lectures dans cette cour. Il y a un élément héréditaire aussi. Alors, j'espère vous laisser comprendre, par la fin de cette présentation, comment est-ce que c'est que les influences familiales, socio-culturelles, génétiques convergent pour causer le développement des troubles alimentaires. Soyons tous sur la même page. Quand nous parlons des troubles alimentaires, il y a trois formes qu'on reconnaît officiellement. Le plus fréquemment discuté, c'est l'anorexie nerveuse, c'est celle qui est le plus évidente. On ne peut pas manquer de l'observer. Mais peut-être, si je vous dirais, c'est quoi votre stéréotype de la personne atteinte de l'anorexie nerveuse? C'est à quel âge? Jeune adulte, jeune adolescent, on prend souvent de filles post-pubertaires. Vous savez que ça, c'est le premier mythe que je vais éclater. La personne moyenne qui a un trouble alimentaire à l'âge de 28. Nous voyons beaucoup de femmes, comme vous voyez dans cette photo, atteintes d'anorexie nerveuse, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ce ne sont pas que des troubles des jeunes filles, ça c'est sûr. Et spécialement, il y a une certaine réalité, c'est qu'une fois que l'anorexie colle, ça peut être très difficile à se débarrasser de ça. Et malheureusement, ça devient un problème qui chasse la personne, qui poursuit la personne à travers ça. Mais c'est quoi l'anorexie nerveuse? C'est ces troubles dans lesquels la personne insiste de maintenir le poids mince. Si vous voulez le comprendre bien, pensez à une phobie. Les gens atteints d'anorexie nerveuse ont littéralement une phobie du prise du poids ou du risque de perdre contrôle sur la prise du poids. Comme n'importe quelle phobie. Si j'ai une phobie des ascenseurs, j'évite les ascenseurs, je monte au 28e étage, je sens essoufflé, parce que ça me fait peur, en dépit de comment, logiquement, je sais que l'ascenseur n'est pas dangereuse, je ne peux pas y monter. Et la personne atteinte d'anorexie nerveuse, logiquement, elle sait qu'elle est mince. Elle sait qu'elle devrait manger plus. Mais ça n'enlève pas la terreur qu'elle vit quand elle consomme la nourriture ou elle commence à manger. Okay. Alors, quand on traite quelqu'un avec l'anorexie nerveuse, on traite quelqu'un qui a en effet une phobie. Il faut aider la personne à établir à venir à croire que c'est sécuritaire encore de manger. La boulimie. OK, ça semble être
un peu l'opposé de l'anorexie nerveuse, n'est-ce pas? Si la personne anorexique mange trop peu, la boulimique s'empiffre, elle perd contrôle de son alimentation. Répétitivement, les gens atteints de boulimie sévère, ça peut vouloir dire que 6-8 fois par jour, on s'empiffre avec des quantités énormes de nourriture pour vivre une terreur de se faire engraisser, alors la personne fait un geste de compensation. Ça peut être des vomissements, l'exercice intensif, les jeûnes pour 2, 3, 4 jours, jusqu'à temps que finalement on fait une autre boulimie. J'ai même connu des gens qui donnaient du sang comme façon de se purger des calories, croyant que ça laissait sortir des calories ou contrôler la prise du poids. Les gens vont abuser des laxatifs, croyant que ça réduit leur poids. Ça n'a aucun effet sur le contrôle du poids. OK. Et puis finalement, nous parlons ces jours-ci d'une troisième forme de trouble alimentaire. C'est la plus prévalente des trois troubles, hyperphagie boulimique. C'est des boulimies, les empiffrements, mais sans compensation. Alors la personne graduellement se rend de plus en plus pesant et finalement obèse à travers les... Ce trouble-là arrive plutôt fréquemment chez les personnes un peu plus âgées. L'âge moyen, c'est vers le 40. Ça arrive presque également pour les hommes et les femmes. Quoique l'anorexie et la boulimie, vous savez déjà qu'on voit un homme pour chaque 10 ou 15 femmes qui sont atteintes. OK. Alors, j'ai perdu personne. Nous savons de quoi nous parlons maintenant? OK. Et je voulais juste faire le point que les troubles de l'alimentation ne sont pas qu'à propos de l'alimentation. Là, je vais faire la distinction entre les formes restrictives de troubles, l'anorexie où la personne fait des régimes féroces et surcontrôle son alimentation sans faire les orgies ou les purges, versus sur ce côté de l'écran, les formes boulimiques, okay, où la personne va avoir des empiffrements, les pertes de contrôle à l'occasion des purgations. Vous voyez la distinction que je fais? Surcontrôle, manque de contrôle, peut-être à un certain niveau. Et si on regarde les problèmes d'ordre santé mentale qui arrivent avec, on voit chez les personnes anorexiques type restrictif, la dépression est fréquente. L'anxiété est une chose qu'on voit fréquemment associée avec ces troubles. Des troubles d'angoisse, des troubles obsessifs compulsifs, ces genres de choses. Vous avez appris un petit peu à propos de ça dans votre dernière classe, n'est-ce pas? Et comme tendance de personnalité, la compulsivité, la préférence pour l'ordre, pour le contrôle, vous voyez que la personne est un peu structurée à avoir une tendance à vouloir maintenir un contrôle sur les choses. Et elle fait face à la problème combien manger en se surcontrôlant. Hein? Les personnes qui développent les problèmes boulimiques, les orgies, les excès alimentaires, démontrent aussi une tendance envers la dépression et l'anxiété. Et sûrement, ça exprime à quelque part les problèmes d'avoir une humeur stable. Mais nous voyons un autre type de problème concurrente. Un tiers de ces personnes vont abuser les substances, l'alcool, prendre des drogues à l'occasion, abuser les drogues, spécialement qui contrôlent le poids, vont montrer l'impulsivité. Certaines de ces gens font les vols à l'étalage, vont être peut-être promiscueuses à l'occasion, vont avoir tendance à faire des gestes sans réfléchir aux conséquences. Quand je parle de labilité, ça veut dire des sautes d'humeur. Alors, voyez-vous une tendance qui semble correspondre aux symptômes alimentaires? Sur ce côté des choses, surcontrôle, préférence pour l'ordre. Sur ce côté, tendance à perdre contrôle ou être un peu exagéré dans ses réponses. Okay? Pas dans toute instance, mais il y a cette tendance. OK, faisons une vote. Lequel de ces personnes, croyez-vous, pourrait avoir un trouble de l'alimentation? La fille dans le bikini un peu maigre, là? Levez les mains. Qui croirait que ça pourrait être une candidate? La fille avec les vêtements bédaines dans le coin, là. Aussi, peut-être ce que vous imaginez pourrait avoir... Est-ce que vous penserez que peut-être ce monsieur-là, avec le casquette de baseball, pourrait aussi porter à avoir un trouble alimentaire? Les hommes développent les troubles de l'alimentation aussi. Ça pourrait être typique de quelqu'un qui développe la boulimie ou l'hyperphagie boulimique. Je veux juste essayer d'éclater un autre mythe, c'est que le visage des gens qui ont un trouble de l'alimentation, ce n'est pas juste la fille pubertaire mince. C'est monsieur et madame, n'importe qui
qui pourraient développer ces genres de troubles. Et il faut reconnaître que ce n'est pas juste l'anorexie, c'est toute autre forme, spécialement les formes boulimiques qui font souffrir les gens énormément. Okay? Les femmes plus âgées aussi. Ce n'est pas rare dans notre clinique de voir une femme dans la soixantaine ou soixante-dizaine qui souffre toujours de l'anorexie ou de la boulimie. Et à l'occasion, ces troubles développent tard dans la vie de ces gens. Bon, qu'est-ce qui les cause? Naturellement, il y a un contexte socio-culturel qui favorise le développement d'un trouble alimentaire. Et j'avais fait le point que dans cette société, spécialement si on est femme, c'est vraiment difficile d'avoir un confort avec son image corporelle. Et nous savons, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à l'épreuve, 60 à 70% des femmes se croient grosses, même si elles ne le sont pas. La majorité des gens croient qu'elles devraient faire un régime, même si elles n'ont pas besoin de le faire. Une majorité des petites filles de 8 ans se plaignent d'avoir une bédaine ou un besoin de perdre du poids. Alors, nous habitons dans une société qui crée un inconfort avec les corps qu'on est donnés. Nous n'acceptons pas les variations qui arrivent normalement dans le poids. Et c'est sûr que ça, c'est un facteur important qui crée un écran contre lequel les troubles alimentaires développent très facilement. OK, ça fait le point. C'est une femme qui regarde le Vogue et elle dit « Mon Dieu, j'ai le corps de l'an dernier ». C'est drôle, mais ce n'est pas drôle. Vous savez pourquoi? On peut avoir le corps de l'an dernier. Si on regarde l'idéal peut-être de l'image, ça c'est Miss America, dans 1922, 50, avec la lumière, peut-être on ne le voit pas très clair, mais vous pouvez voir assez clairement pour savoir que ça, ce n'est pas un corps qu'on peut maintenir sans un souci constant pour ce qu'on mange, de l'exercice constant, un peu de liposuction ici et là-bas, un peu de chirurgie cosmétique. C'est comme avec un peu de retouche, même par ordinateur, de l'image qui sort. Et c'est comme ça qu'on maintient des images comme ça. Et on projette ça contre une société où les gens commencent à croire « qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas cette forme presque moulée en plastique qu'on commence à croire est une forme attirante pour l'image féminine. » Ça dit la même chose. Imaginez-vous une petite fille jouant avec vos poupées. L'impact sur votre soi formant, votre image de soi, entre la petite poupée rondelette de 1960 jusqu'à, je ne sais pas, Vampirella dans les ans 2007. Une image pas très atteignable pour la femme moyenne. Bon, alors, levez les mains, s'il vous plaît. Qui croit que la culture de minceur qu'on a créée favorise le développement des troubles alimentaires? Alors, vous allez dire, si je dis, est-ce que ça devrait arriver plus fréquemment, les troubles alimentaires, dans les sociétés où on met beaucoup d'accent sur le minceur? Qui dirait oui? Et est-ce qu'on devrait voir une croissance dans ces troubles au-delà, à travers les dernières décades où on a mis de plus en plus de pression sur les gens d'être minces? Vous allez être étonnés. Regardons. Kelly Klump et Pam Keel ont fait une révision de la littérature transculturelle dans toutes les cultures du monde et à travers l'histoire et ont démontré des choses très intéressantes. Pour l'anorexie nerveuse, on a toujours cru que ça arrivait en Amérique du Nord, où on a beaucoup cette pression de maintenir une taille mince, cette genre de culture. Les capitales de la mode de l'Europe, Milan et Paris, vont créer une pression. On devrait trouver l'anorexie en Europe, et c'est vrai. En Australie, on trouve un groupe assez large, c'est une prévalence assez large. Peut-être les anglo-saxons des pays âgés développent les troubles alimentaires. En Amérique du Sud, on le trouve. En Afrique, on le trouve. Il n'y a pas un espace, j'attends toujours l'étude à Reykjavik qui va démontrer le point qu'il y a de l'anorexie nerveuse partout sur la Terre. On trouve ça partout. Ce n'est pas juste présent dans les cultures nord-américaines. Et ça existait à travers l'histoire. Catherine de Sienne était crue être anorexique et j'ai vu les descriptions de son symptomatologie. C'est très croyable qu'elle était anorexique. Ça, c'est Marie, reine d'Écosse.
Beaucoup aussi cru avoir eu un trouble alimentaire. Beaucoup des familles royales, vous allez remarquer en Europe, démontrent des troubles alimentaires. Quand nous parlons de l'aspect héréditaire de ces troubles, peut-être on verrait, peut-être ce sont des familles vulnérables. Qui sait qui... Excellent. La plupart des foules ne savent pas. Ça, c'est Franz Kafka. J'ai un article dans mon filière qui s'appelle L'anorexie nerveuse de Franz Kafka. Il était cru être un homme, garçon dans le temps, anorexique. Il avait une père très contrôlante et stricte. Il était préoccupé lui-même avec le conditionnement physique et l'exercice. Il écrivait très soigneusement à propos de comment il limitait sa consommation de calories. Il avait l'air d'être un homme anorexique. Mais pour faire le point que l'anorexie nerveuse existe à travers l'histoire aussi. Et ça a montré une croissance très modeste à travers les dernières décades. Pour que je fais le point que les préoccupations pour le poids sont une chose culturelle. Dans notre culture, nous sommes rendus inconfortables avec le poids, mais ça ne cause pas l'anorexie nerveuse. Nous avons commencé à croire que l'anorexie nerveuse est quelque chose qui existe dans toute population. Certains gens qui sont très vulnérables à avoir des problèmes profonds avec l'image corporelle, et spécialement des femmes, et qui expriment cette difficulté à travers le refus de manger. Peut-être refuser de manger, c'est une façon humaine de rechercher le contrôle. La boulimie, quand j'écris BN, je veux dire boulimie. Okay? C'est la boulimie qui semble être la chose qui arrive dans les cultures où il y a beaucoup de pression envers le contrôle de poids. Ça, c'est paradoxal, non? On encourage les gens de ne pas manger, de perdre du poids, de contrôler leur poids. Et pendant qu'on fait ça, on voit une croissance dans le nombre de membres dans la population qui s'empiffrent, qui perdent contrôle. Et je dis, c'est très logique. Je dis toujours, c'est un peu comme tenir son souffle. Vous le faites pour 1 minute, vous le faites pour 2 minutes si vous êtes bonne, et finalement, qu'est-ce qui arrive? Vous perdez contrôle. Et c'est exactement ce qui arrive. Je suis convaincu que presque tout le monde dans cette foule ici, on pourrait vous rendre boulimique en vous obligeant de faire un régime trop féroce. Et je veux faire un peu de prévention primaire quand je dis ça. Il faut être prudent quand on utilise les régimes. Ils ont des dangers inhérents. Mais ça me laisse faire le point que c'est la boulimie qui est plutôt la chose qui arrive dans les cultures où la minceur est très... C'est ce qui arrive quand on fait subir trop de gens la pression d'être trop mince. Et il y a certains gens qui sont très susceptibles à cet effet. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. OK. Ça, c'est la culture. Parlons juste rapidement des aspects psychologiques. Il y a des stéréotypes. Dans l'anorexie, j'avais mentionné ça un petit peu, la tendance envers être obsédé, compulsif, perfectionniste, préférer l'ordre, être surcontrôlé. Et ça semble être à peu près une règle qui existe derrière les gens qui développent l'anorexie de forme purement restrictive. Aucun symptôme boulimique, c'est cette surcontrôle qu'on voit dans la personnalité. Hein? Et peut-être c'est la façon de la personne qui a cette tendance de personnalité de régler le dilemme combien manger. Chez les gens qui développent les formes boulimiques, on voit un peu la tendance envers les tendances de personnalité opposées. Le manque de contrôle, les gens qui sont impulsifs. Encore, quand je parle de l'habilité d'humeur, c'est des fluctuations, des sautes d'humeur, des moments de haut ou d'euphorie suivis très rapidement par des chutes à une dépression très profonde, souvent déclenchées par un sentiment de perte de contrôle sur son poids ou sur son alimentation. Les gens qui, si l'anorexique aime que les choses soient prévisibles, les boulimiques veulent souvent rechercher des nouvelles sensations, aiment que les choses soient un peu changeantes à l'occasion. Quelqu'un semble être étonné, et je voulais souligner le fait que les gens qui développent la boulimie sont beaucoup plus hétérogènes. Oui, il y a un certain groupe qui démontre cette impulsivité, et ça nous laisse croire que si on est impulsif, on est déjà un peu préparé à agir impulsivement avec sa nourriture, mais ce n'est pas toujours la règle. Il y a aussi des gens qui correspondent à d'autres patrons de personnalité. Pour l'anorexie, c'est plus circonscrit ou peu clair. OK. Maintenant, la famille. Il y a une certaine parallèle
Le stéréotype de la famille où développe l'anorexie nerveuse, c'est celle des membres qui essaient de protéger trop les enfants, qui veulent que rien de mal leur arrive. Et dans ce sens-là, il y a une tendance envers une surimplication. Vous savez ce que je veux dire quand je dis enchevêtrement? On parle de l'idée des gens où les gens se sentent une responsabilité interliée. Les enfants vont être coupables parce que mon anorexie cause un malheur chez mes parents et les parents se sentent coupables pour avoir causé les problèmes de leurs enfants. Il y a un manque de ce sentiment d'être séparé et capable de... je peux avoir un problème sans que ça devienne un problème de mes proches, ce genre de choses. Alors, le stéréotype, c'est que l'anorexie, dans un sens, est une réponse à une présence familiale qui protège ou impose ce contrôle excessivement. L'enfant, là-dedans, va dire « je fais ce que vous voulez, je fais mes études bien comme il faut et je fais tout ce que vous me demandez de moi, vous n'allez pas me dire combien manger et combien peser. » Et ça, c'est un peu sa protestation. Peut-être vrai, sûrement chez certains individus qui sont atteints, mais je dirais peut-être on peut pousser cet argument trop fort. Dans la boulimie, les formes boulimiques des troubles alimentaires aussi, comme l'hyperphagie, on voit peut-être des tendances envers des structures familiales un peu opposées, des conflits ouverts, les familles dans lesquelles il va y avoir des chicanes, des familles chaudes au lieu des familles où tout le monde doit s'entendre. Peut-être les doigts pointant où on blâme l'un à l'autre pour leur malheur, des genres de choses de ce sorte. Alors il y a plus de détresse exprimée extérieurement. Encore, comme avec les traits de la personnalité, dans la boulimie, on voit beaucoup plus d'hétérogénéité. Certaines familles correspondant à ce modèle que j'ai mentionné, mais certaines non. OK? Alors, je veux juste souligner le point qu'il y a des limitations à ces modèles de fonctionnement familial. Les troubles de l'alimentation sont premièrement vus dans toutes sortes de familles. On ne peut pas pousser le stéréotype trop fort. Ils ne sont pas toujours confirmés, ces stéréotypes. Les troubles individuels de personnalité et de famille ne sont pas toujours vus. Je suis convaincu qu'on ne peut pas blâmer la personne qui a un trouble alimentaire que c'est causé par ses traits de la personnalité, ni est-ce qu'on peut pointer le doigt envers ses parents ou sa famille. Pas comme règle, au moins. Et même s'il y a des problèmes dans la famille, nous avons tous connu des familles peut-être surprotectrices qui n'ont pas donné à des enfants anorexiques ou des familles où il y avait des chicanes, où il n'y avait pas de boulimie. Alors ça ne pourrait pas être précise ou pour ce problème. Alors, OK. Il faut alors se poser la question pourquoi est-ce qu'on développe des troubles alimentaires. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que les parents qui sont trop préoccupés avec leur image corporelle eux-mêmes génèrent les filles ou les enfants qui ont des troubles alimentaires? Qui dirait oui? Ce n'est pas du tout démontré, cette lien-là. Les mères qui ont des préoccupations avec les régimes, premièrement, il y a des mères partout dans cette société qui ont des préoccupations avec les régimes, c'est normal dans cette société. Elles n'ont pas toujours des filles anorexiques, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas lier ça tellement à l'alimentation des parents. On peut transmettre des valeurs saines vers l'alimentation, mais ça ne va pas causer l'anorexie nerveuse. Sport, danse, autre activité physique? Oui. Si vous êtes impliqué dans le sport, dans le ballet, les gens qui sont équestres, les gens qui sont dans n'importe quelle poursuite qui mobilise beaucoup de pression de maintenir une taille mince ont un risque beaucoup plus élevé des troubles alimentaires. Le taquinage des pères semble être associé avec les troubles alimentaires aussi. Ce n'est pas juste dans la famille que ça peut arriver, c'est dans la culture des pères où les insultes ou le taquinage semble avoir un rôle à jouer. Il y a un lien démontré avec certaines formes d'expérience qu'on ne devrait jamais vivre, les abus de formes physiques, sexuelles, autres, vécus pendant l'enfance. Mais nos résultats suggèrent que ce n'est pas un facteur spécifique. Si vous allez voir dans n'importe quel groupe de femmes qui démontrent un problème d'ajustement, la dépression, les troubles d'anxiété, les problèmes avec l'alcool, les problèmes alimentaires, on va avoir un taux assez large, malheureusement, de gens qui ont vécu
des abus pendant leur enfance, mais ce n'est pas une chose qui est précise ou qui dit vous allez développer un trouble alimentaire. Alors c'est surtout le cas que ce n'est pas toujours présent. Les troubles alimentaires sont très frappants dans un autre sens. Une fois développés, la personne s'impose. Si j'ai une phobie d'ascenseur, par exemple, j'ai mentionné avant, j'évite l'ascenseur et ça n'a pas un impact trop large sur ma vie. Ça ne me rend pas dénutri, émacié, sujet à toutes sortes d'effets secondaires de la dénutrition. Si j'ai une phobie de perdre le contrôle de mon poids ou de m'alimenter, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ça a beaucoup. Alors je pose la question, est-ce que les effets secondaires de la dénutrition peuvent vous rendre folle? Ça, ce n'est pas une photo des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez entendu d'une fameuse expérience Minnesota? Certaines, oui. C'était Ansel Keys en 1949, je crois. C'est sorti en 1950. C'était une étude sur la dénutrition humaine. On prenait des gens qui étaient objectionneurs consciencieux à la guerre coréenne, les gars qui refusaient d'aller à la guerre. Et dans ces jours-là, on pouvait leur offrir un petit deal. Vous n'allez pas à la guerre? Au lieu d'aller en prison, assistez-nous dans les études qu'on va faire sur toutes sortes de drôles de choses. Et ça, c'était une étude où ces gens étaient demandés d'accepter une dénutrition auto-imposée. Ce qu'on a découvert chez un gars comme celui-là qui est rendu très dénutri, il montrait quoi? Obsessionnalité, anxiété élevée, préoccupation constante avec la nourriture et l'alimentation. Une moitié des sujets dans cette étude commençaient à développer de la boulimie. Il y avait une qui faisait une tentative suicidaire, il était tellement déstabilisé en termes d'humeur. Les gens commençaient à perdre l'intérêt dans le sexe. Il montrait tous les symptômes qu'on voit chez les gens qui sont atteints d'un trouble alimentaire grave. Hein? Juste pour faire le point que la dénutrition cause beaucoup des symptômes. Chez quelqu'un qui a un trouble alimentaire, il faut penser d'une amplification des tendances. Si elle avait un peu de tendance envers les problèmes d'humeur, ça devient énorme suite aux effets de la dénutrition. Et comme dans le dernier point que j'ai marqué là, nous voyons ça très heureusement, et c'est très évident chez nos patientes, un peu de réadaptation alimentaire donne à un rétablissement très important sur le plan humeur, anxiété, etc. Okay, alors, et nous savons que un des effets des régimes, c'est que ça altère le fonctionnement de votre cerveau. Qui dans cette salle a déjà fait un régime modeste pendant 3 semaines? On ne va pas inscrire vos noms, soyez honnêtes. Tout le monde dans cette salle a au moins une fois dans sa vie fait un régime pendant 3 semaines, non? Je parle de juste couper les calories pendant 3 semaines. Il y a un groupe en Angleterre qui a démontré clairement que ça va altérer le fonctionnement de votre système de sérotonine dans le cerveau d'une façon significative. Vous savez tous ce que c'est la sérotonine. Vous avez appris à propos de ça dans les anciens cours, non? Ça affecte votre humeur. Ça vous rend anxieux si on altère ce système. Ça joue un rôle dans les fonctionnements sociaux. Les gens dominants ont beaucoup de sérotonine. Ça joue aussi un autre rôle très important. Savez-vous lequel? Peut-être le plus important de le système sérotoninergique? Ça vous permet de se satier. Ça vous permet de se sentir plein. C'est les freins cérébraux qui vous laissent arrêter de manger. Alors, si on fait maganer votre système sérotoninergique, ça vous fait développer les problèmes de contrôle sur votre appétit. Pensons maintenant à cette société qui impose sur tout le monde le besoin de faire des régimes. Vous êtes en train d'altérer vos systèmes de sérotonine et peut-être ça crée le risque de la boulimie et des problèmes d'humeur qui vont avec et tout le reste chez un grand nombre de personnes dans cette population. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. Mesdames, les régimes atteignent plus les cerveaux des femmes. C'est vrai chez tout mammifère, chez les souris, chez les singes, chez l'être humain. Malheureusement, je n'ai pas fait les règles, mais les femmes dans cette salle sont plus sujets à des effets néfastes de la régime que les hommes. Et nous croyons que c'est pour ça aussi, à part de la pression
socio-culturel qui veut dire qu'il y a plus de risques pour une femme d'être préoccupée avec son corps, que physiologiquement, vous, les femmes, vous êtes plus susceptibles aux effets néfastes de le régime que nous autres. Et peut-être c'est pour ça que vous, les femmes, sont portées à développer plus fréquemment l'anorexie et la boulimie. Hein? Ça affecte votre contrôle de l'appétit. Et nous avons des résultats dans notre laboratoire qui suggèrent que la sérotonine est très impliquée. Alors, juste, peut-être j'ai déjà fait le point, mais les conséquences de la dénutrition sont qu'on devient dépressive, irritable, on développe des problèmes de concentration, ça augmente l'anxiété, on devient impulsive à l'occasion, on développe les pensées obsessionnelles, ça veut dire que je pense constamment, est-ce que je devrais manger, est-ce que je ne devrais pas, quand est-ce que je devrais me permettre de manger encore, est-ce que je peux manger si je ne vais pas faire l'exercice, etc. Et des préoccupations. Ça, c'est une liste de symptômes qu'on voit chez les gens atteints d'un trouble alimentaire, n'est-ce pas? OK. Maintenant, parlons un peu de biologie. Parce que de plus en plus, croyez-vous que les troubles alimentaires ont une base biologique? Les troubles alimentaires sont-ils héréditaires? Qui croit que oui? Pas beaucoup de gens. Hein? Bon, regardons l'évidence. Si quelque chose est héréditaire, ça doit correspondre à certaines choses. Premièrement, on le voit transmis dans des familles, n'est-ce pas? Alors, regardons ce qui arrive. Tendance parmi les parents des gens qui ont l'anorexie nerveuse type restrictive. C'est ce que je veux dire par ANR. Okay? Pas de boulimie, juste la restriction. Si vous êtes un parent de quelqu'un qui a l'anorexie nerveuse, vous avez 10 fois le risque d'avoir un trouble alimentaire vous-même que quelqu'un qui est parent de quelqu'un qui n'en a pas. Ça suggère une hérédité, peut-être. Vous avez plus le risque aussi de la dépression, problème d'anxiété, vous avez appris à propos de ça dans le dernier cours, compulsivité, je pense que vous avez appris, c'est de vouloir faire les choses sans pouvoir s'arrêter. Ça peut être vouloir laver ses mains parce que ça soulage l'angoisse. Chez quelqu'un qui a un trouble alimentaire, c'est le feeling que je dois faire l'exercice après avoir mangé, sinon je ne peux pas me calmer. OK. Chez les parents des gens qui ont la boulimie, les troubles alimentaires sont 3 ou 4 fois plus prévalentes que dans la population générale. Il y a plus de dépression, 7 à 8 fois plus fréquemment, d'anxiété, impulsivité, toxico, je veux dire abus d'alcool, abus de drogue. Alors, voyez-vous quelque chose? J'avais dit que les personnes elles-mêmes qui développent l'anorexie nerveuse sont portées à avoir beaucoup l'anxiété, dépression, tendance envers être compulsive. On sait que leurs parents démontrent ces mêmes tendances. Ça a l'air d'être une chose qui peut être transmise dans une famille. La boulimie, j'avais mentionné que le stéréotype, c'est les gens un peu plus impulsifs, aptes à abuser des drogues, à faire des choses un peu erratiquement. Les membres de la famille où développent la boulimie démontrent plus fréquemment ces tendances aussi. Peut-être héréditaires. Hein? Pour vraiment démontrer ce point, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'on fait des études chez des jumelles, si on veut établir si quelque chose est héréditaire. On regarde la concordance pour un trouble comme l'anorexie nerveuse chez les jumelles identiques, où ça dit MZ, ça veut dire monozygotique, ça veut dire un œuf des jumelles qui sont génétiquement identiques, les mêmes êtres génétiquement. Dizygotique, ça veut dire 2 œufs différents, ça veut dire que vous n'avez pas plus de correspondance que n'importe quel père de sœur, par exemple. Vous voyez que si vous avez l'anorexie nerveuse et vous êtes une jumelle identique, votre jumelle va 50 fois ou 67%, moitié à 2 tiers des fois, elle va l'avoir aussi. Dizygotique, c'est une association très minime. Okay? Est-ce que tout le monde me suit? Okay. Pour la boulimie, BN veut dire boulimie, c'est à peu près la même chose. Peut-être un peu moins fort, mais une chose qui semble être héréditaire. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il y a une gène qui donne à la boulimie ou à l'anorexie nerveuse, mais il y a quelque chose qui semble être transmis. Et nous avons commencé à étudier ça. Maintenant, je vais faire endormir tout le monde, mais juste rapidement. On a fait des études dans les systèmes de ce qu'on appelle neurotransmetteurs, les chimiques qui jouent dans le cerveau. Dopamine, c'est pour le renforcement.
ça pourrait rendre la nourriture trop renforçante. On voit des altérations dopaminergiques chez les gens qui développent l'abus de drogue ou l'abus de l'alcool, et on le voit aussi chez les gens qui développent les troubles alimentaires. On a étudié les gènes qui jouent sur les hormones comme l'estrogène parce que ça arrive suite à la puberté, l'anorexie, n'est-ce pas? Et on dit peut-être c'est des gens qui ont des susceptibilités dans leurs hormones. Ou ça, c'est une gang de trucs qui contrôlent le poids et l'appétit. Ou vous voyez AN, ça veut dire qu'il y a une association avec une gène à l'anorexie nerveuse. BN veut dire boulimie. Alors, vous voyez que dans le système dopamine, le système sérotonine, dans les estrogènes, dans les autres, on commence à identifier des gènes qui veut dire, ça ne va pas expliquer, c'est pour ça que vous avez développé un trouble alimentaire, mais peut-être ça peut juste créer, si vous avez une susceptibilité sérotoninergique, vous êtes plus susceptible à l'effet de la régime que quelqu'un d'autre. Vous voyez ma logique? On parlait de la sérotonine. 5-HT, c'est parce que c'est 5-hydroxytryptamine, techniquement. J'avais mentionné, ça influence l'humeur, ça influence l'anxiété, ça influence l'impulsivité, comportement social et l'alimentation. J'avais dit, ça permet la satiété. Okay? Maintenant, nous savons certaines choses. Il ne faut pas penser que vous avez une gène, vous êtes condamné à développer un certain trouble. Vous savez que dans la théorie génétique contemporaine, on pense à des gènes comme un interrupteur. Il faut l'allumer et on peut l'éteindre. Si j'ai une certaine gène, c'est juste une potentielle qui est présente chez moi, qui peut être allumée par l'environnement ou éteint. Idéalement, la thérapie l'éteint, si ce n'est pas une bonne potentielle. Pourquoi est-ce que je vous montre une photo d'une singe? Il y a des études faites chez les singes qui démontrent que si on prend un singe et on le fait élever séparé de sa famille, c'est un stresseur important. Pour des êtres humains, c'est sûr, mais pour les singes, le tribut est très important. Alors, ça crée un stress développemental très important pour le singe. Nous savons que ce stress, chez les singes qui sont porteurs d'une certaine gène qui joue dans le système de sérotonine, veut dire qu'ils vont être altérés comme adultes des singes agressifs, des singes impulsifs. Il y a une interaction entre porter une gène et l'influence de l'environnement. Est-ce que vous suivez mon idée? Vous reconnaissez Roméo Dallaire? Je ne sais pas quel genre de génotype il a, Roméo Dallaire, on n'a jamais évalué. Je montre cette photo juste pour faire un autre point. Nous savons que les êtres humains qui vivent certains stress importants sont plus sujets à développer les dépressions ou les problèmes d'ajustement si elles portent ces mêmes gènes qui jouent dans le système de sérotonine qui favorisent un abaissement des fonctions. Okay? Alors, une personne va vivre un stress et sortir bien, mais si vous avez le gène, vous développez des problèmes. Hein? Et nos recherches ici au Douglas démontrent que le même genre de choses arrive chez les gens atteints des troubles de l'alimentation. Qu'on peut identifier chez les gens souvent des gens qui portent certaines gènes dans le système sérotoninergique, par exemple, qui veut dire qu'elles peuvent être juste susceptibles à des problèmes d'humeur, problèmes d'impulsivité, problèmes de satiété. Si elles sont aussi sujettes à des stress importants, sortent des problèmes. Vous voyez mon idée? Alors, je dirais que comment est-ce qu'on développe un trouble alimentaire? On peut penser, vous êtes porteur d'une prédisposition qui est génétique. Peut-être c'est pour ça que dans les jumelles identiques, on voit des tendances et dans des familles, on voit des tendances. Mais ça ne veut pas dire que c'est allumé. Vous portez une tendance. Si vous avez une certaine gène du système sérotonine, ça veut dire que vous êtes susceptible à la dépression quand vous êtes stressé. Vous êtes susceptible à avoir des problèmes de satiation. Les facteurs vécus dans le développement, les stress, etc., pourraient amplifier cette vulnérabilité, juste vous rendre un peu plus susceptible, comme on voit chez les singes qui sont porteurs de certains gènes qui sont stressés. Vous suivez? Maintenant, un dernier ingrédient est nécessaire. Vous êtes susceptible, votre vécu, les stress vous rend vulnérable. Comment est-ce qu'on va activer le gène? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on allume le potentiel?
Vivez dans un environnement qui vous fait faire le régime. Je vous ai montré avant que si vous êtes femme et vous faites le régime, vous allez être plus susceptible à avoir des altérations de ce système. Alors, c'est juste un dernier élément qui est nécessaire. Alors, je dis la même chose dans une autre façon. Pour développer un trouble alimentaire, il faut penser d'une collision particulière. On ne va pas blâmer la personnalité de la personne ou sa famille ou ses gènes, mais peut-être on parle d'une convergence particulière de tout un nombre de choses qui expliquerait pourquoi un tel individu développe le problème. Je ferai le point que ce n'est pas un manque de force morale de sa part, ce n'est pas la faute de sa mère ou sa famille. Ça, on peut décrire ça comme étant le produit d'une collision malheureuse de convergence de facteurs différents, biologiques, génétiques, environnementaux et surtout le régime. On ne peut pas développer un trouble alimentaire si on ne fait pas le régime. OK. Alors, peut-être, est-ce que, comme je vous ai montré, les modèles qu'on utilise ces jours-ci mettent de plus en plus d'accent sur les facteurs biologiques. On sait qu'il y a une hérédité derrière les troubles alimentaires, mais le traitement n'est pas dans une pilule, ça demeure une chose humaine, dans une relation thérapeutique interpersonnelle. C'est quelque chose qui arrive entre une thérapeute et la patiente, deux personnes, ou les personnes impliquées dans un groupe. Alors, même si on sait que quelque chose reflète un problème au niveau de biologie, ça ne veut pas dire que la thérapie n'est pas quelque chose qui arrive verbalement. On aide les personnes à connaître leurs tendances, peut-être être perfectionnistes, anxieuses, impulsives, et à gérer ces tendances. Alors, les modèles basés sur les génétiques, je dirais, blâment moins l'individu. Ça ne dit pas que vous êtes responsable pour ces troubles parce que vous avez un manque de force morale. Peut-être ça peut vouloir dire que vous avez développé un trouble parce que vous portez une susceptibilité que l'autre personne qui n'a pas développé le trouble ne l'a pas. Ce n'est pas la faute de votre famille. Peut-être votre famille agit anxieusement à l'occasion parce que c'est une famille qui porte certaines tendances aussi. Ils ne condamnent pas, ils expliquent pourquoi c'est vous qui avez développé le trouble alimentaire. Les gens me disent toujours, pourquoi moi, pourquoi pas ma sœur, ou pourquoi... Peut-être parce que vous avez une susceptibilité que dans un certain environnement, pour vous, le régime est rendu beaucoup plus dangereux pour quelqu'un d'autre. Et dans le traitement, nous avons maintenant des données qui suggèrent, on pourrait même, selon les indices génétiques, bouger envers identifier pour qui un traitement très simple, focusé sur son alimentation, devrait suffire, et pour qui ça ne serait même pas proche à répondre à son besoin appropriément. Et peut-être pour elle, elle a besoin d'une thérapie beaucoup plus intensive, des médicaments qui renforcent les tendances que biologiquement elle n'est pas naturellement apte à faire, comme on utilise les médicaments pour augmenter l'activité sérotoninergique. OK. Alors, je vais juste vous donner, avant qu'on finisse, quelques idées à propos de ce que c'est une bonne pratique, comment est-ce qu'on traite ces choses. Juste entre-temps, on pense souvent que quand on traite les gens avec un trouble alimentaire, on les attache à des tubes pour supporter la vie, elles doivent être dans une institution où on fait toutes sortes de choses très techniques. Ce n'est pas le cas du tout. Je vais juste vous faire le point que ça, c'est une photo de notre clinique externe, où nous voyons 300 quelques personnes par année passer à travers. C'est dans un environnement très familial, où l'objectif, c'est juste d'aider les gens à, pas les forcer à manger, mais les aider à réévaluer qu'est-ce que vous croyez, que vous avez le sentiment que c'est dangereux de se permettre de manger. Ça, c'est notre unité interne. C'est là où on est hospitalisé. C'est aussi familial. Les gens vivent ensemble. Sur le deuxième étage, on a un salon très chaleureux, on a une salle à dîner où les gens préparent leur repas et ils mangent ensemble. Il y a un environnement thérapeutique où les gens peuvent faire la tâche difficile de faire face à leur phobie. Okay? Alors, juste pour faire ce point. OK. Pour finir sur ce point-là, je poserai la question, pourquoi est-ce que les gens font des bêtises avec la nourriture? Au point que vous savez que ça peut être grave. Les gens seront dénutris au point qu'elles menacent leur vie.
elles débalancent leurs électrolytes ou leur potassium au point qu'elles peuvent développer des problèmes cardiaques ou rénales ou autres complications assez graves. Il y a une certaine mortalité même dans les troubles de l'alimentation. Alors, ils ne sont pas à ignorer. Mais pourquoi est-ce que les gens font ça à eux-mêmes? Est-ce que c'est parce qu'elles sont folles? Je ferai le point que non. C'est plutôt parce qu'elles croient qu'elles doivent. Qu'elles croient que de manger le beurre leur rendrait obèse, alors elles ne peuvent pas. Ou elles croient qu'elles doivent faire de l'exercice après pour compenser pour les calories qu'elles mangent, ou elles vont devenir obèses, alors elles se sentent l'obligation de le faire. Certaines croient qu'elles sont tellement prises avec la terreur de devenir grosses après avoir mangé qu'elles se sont poussées à vomir ou se purger. Pas parce qu'elles sont folles, parce qu'elles croient que ça les protège. Alors, on se pense beaucoup sur les pensées et les croyances. Vous avez entendu parler de la thérapie cognitive? La thérapie cognition veut dire les pensées. On se penche sur qu'est-ce que vous pensez que vous vous sentez avoir besoin de vous faire ça, et est-ce dans votre meilleur intérêt? J'aime cette bande dessinée, je n'ai pas pu résister de vous le montrer. Voyez-vous ce petit bateau-là? C'est des mannequins dans une bouée de sauvetage. Ça vous tente-tu de sauter ce bateau, les filles, et passer quelques jours de plus sans manger? Elles vont laisser passer le bateau pour ne pas manger. Pour faire le point que les gens qui ont des troubles alimentaires vont à l'occasion faire des choix qui ne sont pas dans leur meilleur intérêt. Elles croient que c'est sécuritaire de le faire ou que ça favorise. Et c'est vrai, si j'ai l'anorexie nerveuse, par exemple, si je mange, je passe le reste de la nuit jonglant à propos de est-ce que j'ai mangé trop, je me sens inconfortable, je ne peux plus me concentrer, je ne pourrai jamais vous parler, je serai trop préoccupé avec ma douleur après avoir mangé, ma crainte d'engraisser. Je ne pourrai pas sortir avec mes amis et m'amuser. Je serai pris avec les préoccupations de pourquoi est-ce que je l'ai fait et comment est-ce que je vais me débarrasser de ce que j'ai mangé. Hein? Alors, c'est facile de dire, pour éviter ça, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas manger. Et comme ça, je peux passer à travers le soirée bien. Et c'est vrai, sauf une chose. Le soirée vient et le soirée va. Et puis, à la fin de cette période, on a besoin éventuellement de manger de nouveau. Alors, c'est un peu comme dire si j'ai une phobie des chiens. Oui, je suis bien si j'évite les chiens, mais je maintiens ma phobie. Si je voudrais vraiment le surmonter, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire? Flatter le chien, n'est-ce pas? On a besoin d'approcher les choses dont on a peur. Alors, la thérapie cognitive, c'est vraiment beaucoup à propos d'aider la personne à voir, est-ce dans ton meilleur... Je comprends que vous voulez éviter de manger ce soir parce que ça fait douleur quand vous mangez, mais est-ce dans votre meilleur intérêt? Ou croyez-vous que ça pourrait être plus aidant de tranquillement faire face à cette nourriture qui est difficile à consommer et en faisant ça, de finalement surmonter votre peur intense? Alors, on aide les gens à affronter toutes sortes... Il y a toutes sortes d'idées qui ont l'air logiques qui supportent le trouble alimentaire. La personne va dire, imaginez, si je serais boulimique, je me fais vomir 7 fois par jour. Vous m'encouragez d'arrêter de me faire vomir. C'est très facile pour moi de dire, je pèse ce que je pèse maintenant parce que je me fais vomir 7 fois par jour. Imaginez ce qui arriverait si je ne le ferais pas. Et c'est épeurant de penser de faire ça. Qui veut prendre du poids sans contrôle? Sauf peut-être ce n'est pas vrai qu'elle va prendre du contrôle. Elle va perdre le contrôle du prise du poids. Et souvent, les gens découvrent qu'en arrêtant de vomir, on stabilise l'appétit et en effet, on stabilise son poids. Il y a une autre chose qui arrive. Les gens se mettent en position de vivre leur plus grande peur. Les gens vont dire, je prends du poids très facilement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'elle prend du poids facilement? OK, non, je ne vous demande pas de répondre. Je dis toujours, c'est les martiennes qui prennent du poids rapidement. Les êtres humains ne peuvent pas le faire, sauf dans certaines situations. Si je me fais vomir régulièrement et j'arrête de me faire vomir, savez-vous ce qui arrive? Tout le liquide qui se trouve dans le bol de toilette à la fin de la journée reste en moi. Je fais de la rétention d'eau, je peux prendre 7 livres dans une journée. Si je suis une phobique de prise du poids, je pète les plombs.
parce que je crois que j'ai pris du poids, au lieu de réaliser que non, c'est juste parce que je me fais vomir régulièrement que je suis apte à avoir des sautes du poids comme ça. Et si je pourrais étoffer l'angoisse jusqu'à la semaine prochaine, je verrai que c'est vrai. Et notre job, les thérapeutes dans notre unité, c'est d'essayer d'aider les gens à risquer d'attendre une semaine pour voir. C'est la même chose chez quelqu'un qui supprime son poids en dessous de ce que ça veut être. Le minute qu'on arrête de faire les régimes, oui, c'est sûr, votre corps veut retourner à un poids d'équilibre. Alors, peut-être cette personne prend du poids facilement. Les gens qui ont la boulimie vont croire, si je commence à manger, je ne peux m'arrêter. Et c'est vrai. Si vous êtes une boulimique typique, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas mangé. Vous allez essayer de toffer jusqu'à 9 heures ce soir avant de commencer à manger et essayer de se contrôler à ce point-là. Qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à manger, vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est comme quelqu'un qui a tenu son souffle pendant 2 minutes. Mais peut-être c'est pas évident, mais c'est en risquant de... La vérité pour la personne boulimique, c'est que c'est pas que je n'ai pas un contrôle suffisant sur mon appétit, c'est que je le contrôle excessivement. Et c'est que pour ça que je crée l'empiffrement ou la perte de contrôle. Je dois dire que c'est vrai pour n'importe qui fait le régime. Je suis très croyante, on va parler de ça peut-être pendant la période de questionnement, mais que les régimes qui coupent les calories ont un prix. C'est que votre corps veut se rétablir plus tard. Et ce n'est pas comme ça qu'on réussit à contrôler le poids. Les gens vont commencer à lancer les tomates quand je dis ça, je pense. Mais ça, c'est mon favori. Les gens vont croire, si je peux juste descendre à 100 livres, je peux relaxer et être contente. Oui? Vous avez descendu de 125 à 120. Qu'est-ce qui arrivait? Je me sentais bon pour 3 secondes, puis je me suis dit, maintenant, si je mange un morceau de pain, je vais remonter. Alors, je ne peux pas. Et vous avez descendu à 115. Vous avez dit, wow, c'est cool, je suis à 115, mais si je mange n'importe quoi, je vais remonter. Alors, vous êtes descendu à 110. Et c'est comme ça que les gens se rendent à 72 livres, sachant qu'elles sont maigres, mais ayant une terreur que la minute que je lâche prise de contrôle, je remonte. Alors, la personne devient prise dans ça. Et l'objectif de nos traitements, c'est vraiment d'aider encore les gens à affronter les situations pour risquer de voir, est-ce vrai que votre poids saute comme ça? Et juste laissez-moi conclure avec le point que qu'est-ce qu'on voit chez les gens qui ont reçu des traitements ou qu'est-ce qu'on peut attendre des gens qui ont un trouble de l'alimentation. C'est assez favorable, mais je veux être réalistique aussi. Okay? Dans l'anorexie nerveuse, on trouve qu'à long terme, à peu près la moitié des gens développent un bon ajustement. Elle est rétablie un bon poids, des vies sociales qui sont valorisantes, des ajustements maritaux qui sont corrects, etc. Ça vaut la peine. On sait que l'anxiété ou une préoccupation avec le poids ou l'image corporelle peuvent être assez persistantes quand même. Chez la personne qui a eu l'anorexie nerveuse, peut-être ça demeure souvent un point de sensibilité. Chez les gens qui ont des troubles très sévères, je veux dire qui sont dénutris au point qu'elles vont se trouver dans notre unité interne, à peu près 1 sur 5 vont avoir besoin de revenir dans 2 ans. 4 sur 5 s'en sort, 1 sur 5 revient. Mais ça ne veut pas dire la fin du chemin. Souvent, après une deuxième ou une troisième essai, la personne débloque les choses et on voit un meilleur résultat. Je dois être réalistique. Dans l'anorexie nerveuse, on a le taux de mortalité le plus élevé que dans n'importe quel trouble de santé mentale. C'est un peu alarmant. Probablement, jusqu'à 5% des gens qui sont atteints à long terme vont finalement mourir des effets physiques ou psychologiques. On devient tellement désespéré que le suicide semble être un bon résultat chez à peu près 5% de ces gens. Et on n'a pas très bien des indices très clairs de qu'est-ce qui va être le résultat du traitement, comment vont sortir les gens. Il y a une bonne chose derrière ça. Si vous êtes très dénutri, très mince, si vous avez le trouble pendant longtemps, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'allez pas en sortir bien. Okay? Je dis le facteur qui prévoit la sortie de l'issue du traitement, le mieux, c'est le choix de la personne
de finalement s'en sortir, d'aller flatter le chien. OK, pour la boulimie nerveuse, c'est peut-être un peu plus favorable. On sait que sur 5 à 10 ans, si on suit les gens qui ont eu la boulimie, la moitié n'ont plus la boulimie après 5 à 10 ans. 1 sur 5 vont continuer de montrer la boulimie, malheureusement. Ça devient collant. C'est un peu comme peut-être l'alcoolisme. Certains gens ont de la misère à s'en sortir. Des rechutes arrivent. Ça veut dire si vous avez réussi à ne non plus faire des orgies, ça peut arriver plus tard d'avoir encore d'orgies, mais ce n'est pas un point pessimiste. On sait aussi qu'après une rechute, la personne s'en sort plus rapidement après. Alors on voit la rechute comme un pas envers le sortie de la problème finalement. On sait que le traitement est aidant, la mortalité dans la boulimie est très bas, ce n'est pas aussi risqué. Et il y a aussi peu de choses qui prévoient si tu vas faire bien ou pas. Être super impulsive peut-être favorise une réponse moins favorable. Toujours, je dirais, surmonter un trouble alimentaire, prends une lutte à l'occasion, c'est décevant par période, ça prend un travail à continuer, mais ça vaut toujours la peine. Je dis toujours, c'est jamais nécessaire d'accepter d'avoir un trouble alimentaire. Et avec une persistance et un travail continué, on s'en sort. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.